Merci d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Il se tiendra ce jeudi 21 avril 2022 à Nairobi, au Kenya, un sommet de haut niveau de la communauté d'Afrique de l'Est. Ce sommet va traiter essentiellement de la question sécuritaire, précisément celle de la rébellion du M23 réactivée dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. En effet, plusieurs chefs d'État seront là, notamment le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, avec plusieurs membres des services de sécurité. Notez que c'est la deuxième fois que la problématique soit formellement évoquée au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Le député national Ayou Bangere, élu du territoire de Massissi, estime que pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays, précisément à Rutshuru, causée par les M23, il faudrait que le gouvernement congolais négocie avec tous les groupes armés opérationnels sur toute la partie est du pays. Reportage. Le gouvernement de la RDC doit mettre au clair la gestion du dossier qu'il oppose aux rebelles du M23. Voilà ce que pense Ayou Bangere Nshuti, député national élu du territoire de Massissi, à son retour de Kinshasa ce mardi 19 avril 2022 en ville de Goma, quelques jours après la circulation des messages de négociation entre le gouvernement congolais et les rebelles du mouvement du 23 mars sur les réseaux sociaux. Cet élu du peuple pense que l'important serait de relancer le processus de DDRCS. Il lance à cet effet un appel aux autorités à négocier avec tous les groupes armés opérationnels dans la partie est du pays une fois pour toutes, au lieu de négocier seulement avec la M23, chose qui peut faire échec du programme de DDRCS. Mais je demande aussi au gouvernement aussi d'être quelquefois aussi respectueux des différents accords. Pas seulement les gars des M23, il y a aussi d'autres groupes. Il y a des groupes qui ont eu à combattre les M23. Il y a des groupes qui ont eu à combattre les CNDP, qui ont aidé le gouvernement. Mais dont les accords avec le gouvernement n'ont pas tenu, ils sont encore retournés en bourse. C'est le cas de nos amis qui sont là à Massissi, les APCLS, les Nyatouré et les autres. Ils ont eu à aider le gouvernement contre les CNDP, contre les M23. Et si demain encore on doit aller encore renégocier avec les M23, on les ramène, mais eux on les laisse à la forêt, c'est encore chercher l'échec du programme DDR. Qu'on puisse se mettre tous ensemble, à son chaque et chacun a son cas particulier. Oui, mais il faut qu'on puisse y terminer. On ne peut pas privilégier un camp en laissant les autres. Il vous souviendra que le territoire de Rutshuru a été la cible des rebelles du 23 mars au début de ce mois d'avril, chose qui a entraîné plusieurs déplacements des populations de cette contrée. Il s'avère que plusieurs villages jadis occupés par les rebelles du M23 sont actuellement entre les mains de forces loyalistes, comme l'indique le dernier communiqué de FARDC. La séance plénière prévue ce mercredi 20 avril à l'Assemblée nationale sur le débat général de la loi électorale a été reportée à une date ultérieure. Entre-temps, le président de l'Assemblée nationale a dirigé ce mercredi une réunion de la conférence de présidents qui statue sur les options politiques à lever. Chizale Toko nous en parle dans ce reportage. Prévue ce mercredi, la plénière consacrée au débat sur la proposition de loi électorale n'a pas eu lieu. Elle a été reportée à une date ultérieure. Officiellement, le bureau de cette chambre du Parlement n'a pas convoqué les députés, alors que le président de l'Assemblée nationale l'avait annoncé pour ce 20 avril 2022, afin de permettre aux élus membres du FCC qui avaient quitté l'hémicycle dénonçant le manque de consensus sur l'examen de cette proposition de loi, de prendre part à cet exercice. Notez que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a dirigé ce mercredi 20 avril 2022 une réunion de la conférence des présidents, statuant notamment sur les options politiques à lever et la répartition du temps de parole lors du débat général sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale. Notez que le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué pour ce vendredi la plénière consacrée à la poursuite des travaux sur la proposition de la loi électorale. Et puis le président de l'Assemblée nationale poursuit sans désemparer ses consultations avec les diplomates des principales chancelleries occidentales. Ce mardi, Christophe Mbosso a échangé tour à tour avec Mike Hammer, Indeke et Bruno Aubert, respectivement ambassadeurs des États-Unis, de la Belgique et de la France. Le
processus électoral était au menu de leurs échanges. Suivez. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a échangé tour à tour avec Mike Hammer, Joe Ndeke et Bruno Aubert, ambassadeurs respectivement des États-Unis d'Amérique, de Belgique et de France. Premier arrivé, Mike Hammer dit être venu discuter du partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis, ainsi que les efforts que l'Assemblée nationale déploie pour faire avancer la réforme de la loi électorale qui est la clé pour la tenue d'élections en RDC, que tout le monde voudrait inclusive, transparente, juste et dans les délais constitutionnels sans glissement. Et les États-Unis est prêt à continuer à soutenir la démocratie congolaise, de renforcer la démocratie congolaise, et nous vont donner d'assistance technique à la CENI pour assurer que les élections en 2023 seront mieux que les élections en 2018. Et c'est vraiment un effort qui est en train de faire, de soutenir aussi qu'il y aura des observateurs internationaux comme le président Tshisekedi a demandé. De son côté, Joe Ndeke, ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, dit avoir échangé avec Christophe Mbosso des évolutions des dernières journées du débat sur la loi électorale, laquelle est très importante pour la RDC car elle devra mener vers des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives et dans les délais constitutionnels. C'est le président qui m'a invité pour lui rencontrer également les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour faire part de ses sentiments lors de la discussion de cette loi électorale. C'est-à-dire qu'il a expliqué les évolutions des dernières journées par rapport au débat autour de cette loi électorale qui est très important pour le Congo et qui devrait mener vers des élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels que nous aimerions également voir. Même son de cloche pour Bruno Aubert, ambassadeur de France en RDC, qui dit avoir échangé sur le processus politique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale m'a convié pour que nous échangions sur le processus politique, sur la préparation du processus électoral. C'était très utile. Nous avons marqué notre attachement partagé à un processus politique qui soit pleinement inclusif, participatif, qui puisse justement inclure de manière transparente les propositions de tous les acteurs politiques et sociaux du pays, car nous comprenons qu'il y a une attente très forte de toutes les populations pour que, le moment venu, les élections soient légitimantes pour tout le monde, pour tous les élus. Et j'ai compris que c'est ce à quoi travaille l'Assemblée nationale et son président, et donc j'ai été reçu dans cet esprit, et c'était très, très positif, très intéressant. Nous restons attachés aux grands principes qui font qu'une démocratie est pleinement en construction et acceptée par tous ses concitoyens, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le processus, le caractère inclusif, participatif, transparent du processus en cours. Sur les questions plus précises relatives à la loi électorale, ça, il convient aux députés, aux parlementaires, à la représentation nationale de statuer. Mais tout ça sera fait dans le cadre parlementaire. Et puis nous espérons que tous les députés soient partie prenante à cet exercice. Le secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix, Sauvegarde de la création de l'ECC, le révérend Eric Senga, et le secrétaire général et porte-parole de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, étaient chez le président de l'Assemblée nationale, ceci pour rendre compte de leur mission, mieux de leur tournée auprès des acteurs majeurs et parties prenantes au processus électoral en RDC. Regardez. Une semaine environ après avoir conféré avec le président de l'Assemblée nationale, le révérend Eric Senga, secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix, Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo, et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale du Congo, sont revenus mardi vers le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diakwanga, ceci pour rendre compte de leur mission, mieux de leur tournée auprès des acteurs majeurs et parties prenantes au processus électoral en RDC. À l'issue de cette entrevue, Monseigneur Donatien Cholet a fait le point de leur discussion avec le président de l'Assemblée nationale.
Compte tenu du climat de méfiance qui existe à partir de ce qu'on a connu dans le passé par rapport au processus électoral, les CC et la SENCO qui sont convaincus qu'il faut un minimum de consensus pour des élections inclusives, crédibles et apaisées, a fait le tour en commençant par l'Assemblée nationale et on a bouclé les tours. Maintenant, on est revenu pour échanger avec le président de l'Assemblée là-dessus. Nous avons été édifiés de l'ouverture qu'il donne par rapport à la loi électorale. Et je pense que par rapport à cela, s'il y a des cahiers de charges, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut se retrouver dans un contexte pour chercher un contexte dans ce cadre-là, c'est faisable, mais il dit que ce n'est pas de sa compétence de sortir de ce cadre de la loi par rapport à d'autres revendications. Nous continuons à réfléchir et nous ne sommes que des mandatés. Nous allons réfléchir et puis on verra la suite. Le consensus, c'est pas à nous de l'obtenir, c'est à la classe politique de l'obtenir. Nous, comme Église, nous créons les conditions de faisabilité de ce consensus. Autre chose, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, à travers leur commission justice et paix, ont organisé un déjeuner d'affaires sur l'état des lieux du processus électoral ce mercredi 20 avril 2022. Cette activité a connu la participation du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Suivez. L'organisation d'un processus électoral apaisé passe par la récolte des informations fiables à la source. C'est dans ce cadre que l'Église du Christ au Congo et l'Église catholique ont organisé ce déjeuner d'affaires sur le processus électoral afin de mieux vulgariser les informations irrélatives. Les CC et la SENCO, fidèles à leur mission pastorale et prophétique, suivent attentivement le contexte sociopolitique de la RDC, particulièrement les préparatifs du scrutin attendu le 31 décembre 2023, soit dans 20 mois ou 10 jours. Le secrétaire général de l'ECC, le révérend pasteur Eric Nseka, circonscrit l'activité. L'activité s'est inscrite dans notre agenda qui a commencé depuis les réflexions autour des réformes électorales. Vous savez que nous avons pris part active ensemble avec la société civile sur les réformes électorales. Après cette étape, il y a eu la désignation des animateurs de la CENI. Les choses se sont passées telles que vous le savez. Et pour nous, le travail de l'ECC et la SENCO comme institution ecclésiastique ne s'arrête pas à ces niveaux-là. Donc il y a d'autres étapes, notamment l'étape de la révision de la loi électorale et d'autres lois connexes. Il y a aussi la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs. Il y a tous les suivis. Bref, l'activité avait vraiment l'objectif de partager les informations. Elle a été beaucoup plus concentrée sur la société civile, voir dans quelle mesure nous pouvons rapprocher les organisations de la société civile des organisations ou des organisateurs des élections, notamment la CENI et les autres organes gouvernementaux. Donc nous avons ici ministères et tous les services connexes. Et je pense qu'aujourd'hui il a été l'activité a été d'une grande richesse parce qu'elle a permis justement d'avoir ces échanges publics pour à la fois nous permettre de construire un narratif clair sur la communication, mais aussi sur les suivis et évaluations de la feuille de route. Ce déjeuner d'affaires a connu la participation du président du Sénat, du représentant de la CENI, de l'ONUP, ainsi que les représentants de quelques organisations de la société civile. En plus bref, sachez que le gouvernement de la RDC a décidé de geler la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits de première nécessité, notamment le ciment, pour obtenir la baisse des prix sur les marchés en RDC. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique tenue ce mercredi 20 avril à la primature, une mesure qui rentre dans le cadre des solutions arrêtées par l'exécutif national pour faire face aux effets de la crise russo-ukrainienne sur l'économie nationale. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC aux États-Unis d'Amérique, Marie-Hélène Matei, a été reçue en audience ce mercredi par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, avec qui elles ont échangé sur la question de l'environnement
et du dérèglement climatique. Reportage Doudou Montiré, rendu par Gisèle Etoko. Vous savez déjà que je suis nommé ambassadeur à Washington et qu'en matière d'environnement et en matière climatique, notre pays se propose comme étant un pays solution. Donc les Américains sont très sensibles au rôle que la RDC joue aujourd'hui et va jouer demain en matière d'environnement et de climat. Donc ils insistent beaucoup pour qu'on renforce la collaboration. Et cette collaboration ne peut avoir lieu que si les autorités de notre pays suivent. Et avec un vice-premier ministre comme madame, très dynamique, très engagé, je ne pouvais pas aller à mon poste sans la voir et demander qu'est-ce qu'elle attend des États-Unis et comment je peux rentrer dans ces processus pour être utile à mon pays. Nous sommes en phase totalement, à 100%, et que je suis très heureuse. Bon, je la connaissais pas en tant que VP, mais je la connaissais déjà. Je sais que c'est une femme engagée, c'est une femme qui aime son pays et qui est à fond dans tout ce qu'elle fait. Et je suis très contente d'avoir une personne comme elle, comme partenaire. Et je vais absolument suivre ses instructions et faire en sorte qu'elle soit contente de moi, comme moi je suis contente d'elle. La campagne de vaccination contre le polio au menu des échanges entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani et une délégation du COUP. Autre précision dans cet élément. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a échangé ce mercredi 20 avril en son cabinet de travail avec une délégation du comité des opérations polio en République démocratique du Congo pour faire le point sur la situation de cette maladie dans le pays. Accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba, le ministre Jean-Jacques Mbungani a fait avec ses hôtes le point sur les préparatifs de la prochaine campagne de vaccination contre la polio ainsi que les défis et les voies et moyens pour mener à bien cette campagne. Au sortir de leurs échanges avec le numéro 1 de la santé en RDC, le colonel Dr Anissé Mouéou, chargé des activités de vaccination supplémentaire et coordonnateur intérimaire du COUP, a indiqué que le ministre de la Santé s'est montré très attentif à la problématique de riposte contre la polio et a donné des instructions claires pour une lutte efficace. À une institution qui est chargée de lutte contre l'épidémie de poliovirus. Et donc, c'est dans le cadre du suivi des activités du comité d'abord, du comité des opérations polio, et faire un point particulier par rapport à la campagne de vaccination contre la polio pour les cas qui sont déclarés dans la province du Maniema. Effectivement, nous avons fait part au ministre de ce qui est déjà fait à travers les appuis du niveau global, c'est-à-dire le GPI, comme il m'a appelé, et nous avons voulu que le ministre s'imprègne des réalités en rapport d'abord avec les défis que nous avons pour que les campagnes se passent dans de très meilleures qualités. Vous savez, nous avons acquis du vaccin que nous étions en train de réclamer pour essayer de contenir le virus dans un rayon et ne pas faire en sorte que la maladie puisse se propager ailleurs. Mais fort malheureusement, nous venons d'avoir encore 6 cas, ce qui porte à 21 le nombre de cas pour le virus de paralysie casque aiguë au nombre de 21 pour 2022. Et donc, dans le cadre des préparatifs, nous avons fait des analyses approfondies et nous avions trouvé que nous avions du pain sur la planche par rapport à cette activité. Et les défis, c'est notamment la mobilisation des ressources. Notez que cette riposte vaccinale contre la polio couvrira 152 zones de santé réparties dans cette province, dont Lomami, Tanganyika, Sankuru, Chopo, Maniema, Nord et Sud Kivu, et débutera au mois de mai prochain. Il se tient à Kinshasa du 19 au 22 avril les travaux de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail de la RDC. Le go a été donné par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi. Gisèle Etoko, reportage.
Au cours de ces travaux de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail de la République démocratique du Congo, les participants, notamment les partenaires sociaux du gouvernement, vont s'épancher sur, entre autres, le projet de création du Conseil supérieur du travail qui sera chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans le secteur du travail et de la formation professionnelle et la stratégie nationale de la couverture sanitaire universelle qui concerne aussi le monde du travail. Dans son discours, la ministre du Travail a laissé entendre que ces assises sont une opportunité d'échanger entre partenaires sociaux sur des projets pouvant améliorer la gouvernance dans le secteur de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale. À l'occasion, elle a exprimé son souhait de voir le Conseil national du travail adopter toutes les matières inscrites à l'ordre lors des travaux. À l'en croire, le gouvernement attache beaucoup d'importance à cette session extraordinaire et compte sur le sens élevé des patriotismes des participants pour permettre de créer ensemble une société juste, équilibrée en RDC. Par ailleurs, elle a rendu hommage au président de la République qui, selon elle, a fait de la promotion du travail décent en RDC un de ses objectifs prioritaires. Pour sa part, le représentant de la directrice du bureau pays de l'Organisation internationale du travail, Soumano Teba, a affirmé que la tenue de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail démontre la volonté inébranlable du gouvernement et des partenaires sociaux d'engager le dialogue sur des questions d'intérêt commun. Notez que ces assises qui s'étendent sur 4 jours connaissent la participation des partenaires sociaux du gouvernement, notamment les employeurs et les employés. L'Alliance panafricaine des cadres, APAC, parti politique cher à Jossar, Étienne Tamboué, procédera le 1er mai 2022 à la présentation officielle de ce parti politique à l'opinion tant nationale qu'internationale. À cet effet, ces militantes et militants sont conviés à prendre part massivement à cette grande activité. Après la pluie à Kinshasa, la capitale, c'est le déluge. La pluie qui s'est abattue ce mercredi à travers la capitale a créé des fleuves artificiels dans plusieurs artères et avenues, une situation qui n'a pas permis aux habitants de Kinshasa de circuler aisément jusque dans leur lieu de travail. Reportage. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Ce dicton a ses limites et il peine à s'appliquer à Kinshasa, où à chaque pluie, on enregistre des inondations de certains quartiers et artères. Et c'est un phénomène qui perdure depuis des années. C'est justement ce qui se passe après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale ce mercredi 20 avril 2022. Non seulement des inondations et des quartiers entiers étaient sous les pluies, mais les principales artères et routes étaient envahies par les eaux de pluie, lesquelles n'ont trouvé d'exutoire qu'en se déversant sur la chaussée. Quant aux routes secondaires, elles sont pratiquement hors d'usage. Au nombre des tronçons inondés, on peut épingler notamment le boulevard Triomphal, dans sa partie comprise entre le Palais du Peuple et le Stade des Martyrs, transformé en véritable fleuve artificiel. Les usagers ont eu de la peine à circuler, une situation identique est observée au boulevard du 30 juin, pareil au rond-point Willery et partout ailleurs. Selon l'avis des spécialistes, ces inondations récurrentes dans la ville-province de Kinshasa sont entre autres dues à la déficience du système d'égout et d'évacuation des eaux de pluie et autres, à la quasi-absence du système de drainage des eaux dans certains quartiers de Kinshasa, lotis sans aucun respect des normes urbanistiques, à l'obstruction et au bouchage des rivières, caniveaux, égouts et autres canalisations transformées en décharges et dépotoirs d'immondices par la population quinoise. Pour faire face à ces inondations répétitives causées par les pluies, les experts recommandent notamment aux autorités de la ville de Kinshasa de réhabiliter le système de drainage des eaux, d'assurer l'éducation écologique de la population appelée à ne plus jeter les déchets domestiques dans les caniveaux, de doter l'office des voiries et drainage des moyens conséquents pour procéder au curage systématique des cours d'eau et d'ouvrages de drainage des eaux.
C'est tôt le matin de ce mercredi 20 avril 2022 que le vol Rwandair 464 a été impliqué dans une sortie des pistes en raison du mauvais temps lors de son atterrissage à l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda. C'est un aéroport qui du reste n'est pas en bon état. Cependant, tous les passagers et l'équipage de conduite ont débarqué en toute sécurité sans aucune blessure signalée. Notez que c'est depuis le 1er décembre 2022 que Rwandair, qui est une compagnie aérienne rwandaise basée dans l'aéroport de Kigali, a vu le jour sous le nom de Rwandair Express à la suite de la faillite d'Alliance Express, filiale du groupe sud-africaine Alliance Air. Cette compagnie qui exploite de vols à travers le Rwanda, l'Afrique australe, l'Afrique orientale, l'Asie et l'Europe est possédée à 77% par le gouvernement rwandais et à 23% par sa filiale cargo Silverback Freight. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain jeudi. Au revoir.